Alright, cette semaine, entretien avec un guerrier. Pour notre premier entretien de 2024, on parle avec Ethan Deblois de l'École d'arts martiaux Yang à Québec. Donc, durant le podcast, au début, je me suis trompé. Je m'en excuse aux gens de Québec. Donc, l'école est située à Québec. Ils donnent tous les adresses à la fin et les liens vont être en commentaire. Ça a été un entretien super intéressant. Ethan, c'est un jeune professeur qui a plusieurs années de pratique toutefois dans son style. Qui apportait des éléments nouveaux. Comme d'habitude, à chaque épisode, on apprend des choses, on démystifie des trucs et on va plus en profondeur. Et comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, on vous encourage à partager les entretiens, à liker, à commenter, même si c'est juste d'écrire « bon podcast », juste d'écrire « entretien avec un guerrier » avec des cœurs. Mettez ce que vous voulez. L'algorithme aime ça quand il y a des commentaires. Donc, mettez-en, gênez-vous pas. Toujours dans le respect, c'est ce qu'on encourage sur notre communauté. Et si vous voulez nous donner un coup de pouce pour continuer de vous offrir des entretiens intéressants, vous pouvez vous abonner sur patreon.com/guerrier-podcast. Ça nous permet de garder un équipement adéquat pour offrir le podcast et éventuellement d'upgrader la machine qui sert à faire le montage, ce genre de trucs-là. Donc, aidez-nous en vous abonnant et vous avez accès à des heures de contenu bonus additionnel parce que depuis la saison 2, on enregistre des capsules bonus qui sont exclusives à nos Patreons, dont une que j'ai faite tout à l'heure avec Ethan, que vous allez pouvoir accéder. Donc, c'est notre cadeau à vous quand vous vous abonnez sur Patreon. Donc, il y a différents niveaux selon votre budget. Vous avez différents bénéfices. Donc, prenez le temps de regarder selon la contribution que vous voulez faire. C'est toujours très apprécié. Et sur ce, bon podcast. Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Alright, pour notre premier entretien de 2024, on reçoit un professeur de l'école d'arts martiaux Yang, on reçoit Ethan. Bonjour Ethan, ça va bien? Ouais, ça va bien toi Manuel? Oui, ça va très bien. Écoute, j'essaie d'aller le plus large possible quand je vais chercher des invités. Donc, tu sais, même si je connais pas l'école, même si j'ai pas de référence de personne, des fois, je contacte des gens, puis des fois, les gens me répondent. Ça a été ton cas. Fait que je voulais qu'on puisse parler du parcours de ton parcours martial et de ton école, puis discuter du style, etc. Donc, on va partir comme on part tous nos entretiens. Dis-moi, Ethan, les arts martiaux sont arrivés quand, comment dans ta vie? Tu viens de où? Situe-nous un peu. Ben, moi, je viens de la ville de Québec. Fait que les arts martiaux sont apparus dans ma vie. Tu vois, là, j'étais très jeune, là, avec les films là, de Jackie Chan, les Tortues Ninja, puis tout ça. Bien fait sûr. que, tout de suite, là, quand j'étais jeune, là, j'avais une fascination là, pour Jackie Chan, les acrobaties, les stunts. Fait que c'est ça qui m'a amené vers le kung-fu, en premier. OK. Ouais. Puis à Québec, ça a été qui ton premier professeur, ton contact à Québec? Parce qu'on a reçu quelques gens de Kung Fu de Québec, c'est pour ça. Mon premier professeur, là, je me rappelle même pas de son nom, puis le style qu'il faisait, là, j'étais trop jeune, mais ça, il m'a marqué, par exemple, tu sais, parce que j'avais vraiment aimé comme le dynamisme un peu, là, tu sais, c'est sûr, quand t'es jeune, tu l'analyses pas trop, là, mais j'avais vraiment aimé le dynamisme du kung-fu, puis je trouvais que ça rejoignait vraiment qu'est-ce que, bon, je voulais faire, tu sais, par rapport au film et tout ça. Ouais. Puis, mais tu vois, ma sœur, elle voulait faire du karaté, fait que mes parents nous ont inscrits au karaté après, parce que le premier cours de Kung Fu, c'était comme un cours d'essai, là, c'était dans un petit centre des loisirs, fait qu'on a commencé par le karaté, puis quand ma sœur, elle a arrêté le karaté, j'ai arrêté aussi, puis là, bon,
j'ai fait autre chose pour finalement me reconduire au Kung Fu là, plus tard. Mais le karaté, t'en as-tu fait quand même longtemps? C'est combien de temps ça a duré? J'en ai fait 2-3 ans peut-être. OK, puis c'était à Ouais. Québec, c'était qui? C'était Studio Uni, c'était Ah, avec Studio Uni du Berger. C'est eux Ok. autres, c'était avec eux On autres les que j'ai salue. commencé, ouais. Ouais, on les salue, ouais. Super bon professeur. Merveilleux. Puis après ça, t'es revenu vers le Kung Fu, puis là, cette fois-ci, j'imagine tu te rappelles du professeur, t'étais un peu plus vieux. Ouais, c'était avec Richard Lévesque. Fait que lui, il était vraiment connu dans le monde du full contact là, des années 70-80, mettons. Là. C'était un Ok. élève à Fernand Morneau. OK? Puis, fait que j'ai commencé le Kung Fu avec lui. Ouais. OK. Vraiment. J'ai vraiment commencé le Kung Fu, on peut dire. Ouais. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans. 15 ans. Puis là, l'école, c'était quoi le style qui était enseigné de Kung Fu? Parce qu'il y a comme plusieurs lignées, là. Fait que c'était un style de long point. OK? Un peu, le long point, tu sais, c'est pas très connu comme style. Là. Je pense au Québec, il y a une autre école, c'était à Montréal, là, c'est Sifu Valquette. Oui, on Mais l'a à déjà part reçu. ça, il n'y a pas. Je pense que le long point, il n'y en a pas bien d'autres. Puis la grue blanche. La grue blanche de Shaolin aussi. Ouais. Mais ça, le White c'est- Crane, on a reçu Lorne Bernard à quelques occasions, là, qui enseigne le Ouais. White Crane Kung Fu. Exactement. Puis, Fait que Lorne Bernard, lui, c'est le Flying Crane, là, Ouais. la grue blanche qui s'envole. Ouais. Moi, c'est la grue blanche ancestrale, mon style. Fait que c'est un petit Ok. peu différent, mais tu sais, les bases se ressemblent là, vraiment beaucoup, c'est sûr. Ouais. Puis mon professeur enseignait le Tai Chi style Yang aussi. OK. Puis t'as-tu Fait que très commencé le traditionnel. Tai Chi en même temps ou... Presque en même Ça temps, faisait- un an après. OK. Un an après, ouais. OK. Puis c'était comment de faire du Tai Chi à 15-16 ans? Parce que c'est pas la pratique vers laquelle des jeunes de 15-16 ans, tu t'arrives à tes chums ou t'es à Polyvalente, tu fais, ouais, je fais du Tai Chi, puis le Kung Fu, ça va. Mais le Tai Chi, comme, c'est quand même rare que C'est quelqu'un pas, commence ça jeune. Ouais, c'est ça. J'en parlais pas en premier, mettons, parce que les Non, gens c'est comprennent ça. pas trop, là. Mais, tu sais, moi, mon professeur, de la façon qu'il m'a montré le Kung Fu, là, c'était vraiment pratique. Kung Fu, Tai Chi, là, c'est 2 arts martiaux. Fait que, tu sais, pour nous, on regarde le Kung Fu puis le Tai Chi, puis on voit 4 catégories de combat. Fait que nous, on a de la lutte, on a du China, qui sont les saisie articulaires, là, tu sais, les prises de poignets, coudes, surtout debout. On a les poings puis les pieds, tu sais, puis ça comporte toujours coude, genou, coup de paume, tout ça. Fait que c'était vraiment pragmatique, là, tu sais, de la façon que lui m'a montré. Fait que quand j'avais 16 ans, c'est sûr que, bon, pratiquer le tai chi, je trouvais ça lent, puis je voyais pas tous les bénéfices que ça pouvait m'apporter. Mais j'étais quand même motivé à l'apprendre. Ouais. OK. Puis qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte, justement, la pratique du Tai Chi, mettons, pour quelqu'un, parce que là, t'es encore jeune, je veux dire, fait que donc, si tu le pratiques encore, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de ton âge qui fait, ouais, je sais pas, le Tai Chi, tu sais, peut-être quand je vais avoir 50, 60, maintenant, je veux faire quelque chose qui bouge, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte, puis c'est quoi mettons, les idées préconçues qu'on a qui sont fausses, là, tu sais, sur le Tai Chi, mettons. Ben souvent l'idée préconçue, je pense que les gens y ont, c'est les personnes âgées qui font des tai chi dans les parcs. Là. Ce qui est pas une mauvaise idée non plus, parce que c'est un des bienfaits, je pense, du tai chi, c'est que tu peux en faire toute ta vie. Peu importe où ce que tu es rendu, puis tu peux commencer à n'importe quelle étape de ta vie. Tu sais. Fait que je pense que ça, c'est vraiment un des plus gros bienfaits de la pratique. Mais mettons côté martial, tu sais, quelqu'un qui est jeune puis qui commence, ben toute la sensitivité, tu sais, les drills de pouce-main, cette pratique-là, elle t'amène vraiment une écoute, tu sais, quand, par exemple, tu fais de la lutte avec ton partenaire, ton adversaire, ben la sensitivité que le tai chi t'apporte, c'est utile dans, selon moi, tous les arts martiaux. Là. Fait que ça, je pense que c'est vraiment un des plus gros avantages de la pratique de tai chi quand tu es plus jeune. Puis, bien sûr, tu sais, plus que tu avances dans le tai chi, plus que ça devient cardio, étrangement. Là. Fait qu'au début, c'est vraiment une pratique plus lente. Puis là, plus tu avances, plus que les formes deviennent plus vite. Tu as plus de pratique avec résistance aussi. Fait que il faut que tu aies une certaine forme physique. Là. Il faut Fait que juste ça être assez. travaille beaucoup le cardio, la souplesse, si je résume un peu de ce que je lis entre les lignes, cardio, souplesse. Puis y a-tu un certain travail de renforcement musculaire qui se fait aussi ou tu dirais? Ça dépend des écoles. Tu sais, Ok. nous,
quand on donne un cours de Tai Chi, on va pas mettre l'emphase sur le conditionnement physique. Ça va être beaucoup plus technique parce que la mentalité du Tai Chi, c'est un art interne. Fait que c'est avant tout, tu travailles à te maîtriser toi-même, mais c'est la respiration. C'est pas juste l'esprit, là, c'est la respiration, c'est ta coordination, tes mouvements, le côté plus technique. Fait que y a pas ben de conditionnement là, ça. J'encourage plus aux gens à le faire par eux-mêmes. C'est ceux qui font juste le tai chi, il faut qu'ils s'entraînent à la maison, il faut qu'ils gardent un certain rythme de vie actif. Mais s'ils font kung fu tai chi, ben là ils ont le conditionnement dans le kung fu aussi, fait que c'est intéressant. Ouais, OK. Puis là, dans le fond, là, tu as été avec cette école-là pendant quelques années, pendant que est-ce que tu demeures encore t'es plus à Québec, parce que là, l'école est à Montréal, c'est ça, hein? Je me trompe pas? Non, l'école est toujours à Québec. OK, l'école est à Québec. OK, excuse-moi. L'école est dans la ville de Québec, pas de stress. OK. Vous voyez plein de monde partout au Québec. Ouais, pas de problème, écoute. Mais ouais, non, l'école est à Québec. Puis moi, j'ai appris avec Richard de 15 à 21 ou 22, peut-être 23, je suis sûr, dans ce coin-là. 6, 7, 8 ans, là. OK. Ouais, après ça, mes études m'ont amené à Montréal. Puis dans le même temps, Richard, lui, a pris sa retraite des arts martiaux. Fait que c'est pour se consacrer à d'autres aspects de sa vie. Ouais. Fait que quand moi je suis revenu de Québec, c'est moi qui ai repris l'école. Fait que Richard m'a légué l'école, il m'a légué des armes, du matériel. Puis j'ai repris le nom YMA Québec. Fait que c'est comme ça que j'ai repris comme les rênes de l'école. OK. Ouais. Puis ça fait combien de temps là, que t'as repris les rênes? J'ai repris l'école en 2019, début 2019, ouais. OK. Ouais, fait que ça fait 5 ans tout juste que j'ai repris l'école. Wow. Puis là, est-ce que tu fais ça à temps plein? Tes études, on n'a pas parlé, c'était quoi, mais est-ce que tu as un travail en parallèle ou... Ouais, je travaille. C'est pas l'école, c'est plus une passion, là, c'est à temps partiel, mettons. Éventuellement, j'aimerais que ça prenne un peu plus de place, mais moi, mon métier, c'est technologue en physiothérapie. OK. C'est quand même complémentaire. C'est pas fou. Oh, oui, vraiment. Ben, tu sais, c'est les arts martiaux qui m'ont amené en physio, là. C'est carrément ça. Oui. Puis j'avais une blessure au cou, je consultais un physio, puis c'est lui qui m'a mis un peu sur la piste, là. Moi, quand j'étais jeune, je me cherchais un peu, puis là, j'étais comme, je pourrais peut-être devenir masso. Puis lui, il m'avait dit, ben là, pourquoi pas la technique en physio, tu sais, parce que ça rejoint beaucoup le corps humain, puis les arts martiaux, le tai chi, le kung fu. C'est beaucoup de conscience corporelle, fait que ça m'a tout de suite attiré. J'ai fait, ben oui, c'est un choix logique. Est-ce que tu penses que ta pratique martiale, qui t'avait quand même plusieurs années, est-ce que ça t'a aidé dans tes études, dans la compréhension et la connaissance du corps que tu avais? C'est une bonne question, ça. Je pourrais pas te dire si ça m'a... C'est sûr que ça m'a aidé au niveau technique, mettons, parce que dans les arts martiaux chinois, on entraîne beaucoup les jambes, là. On est des positions très basses, on a beaucoup de transferts de poids avant-arrière, puis les techniques, par exemple, de China, là, les contrôles articulaires. Je sais pas si tu as déjà vu ce genre de technique-là. Là. Ça ressemble un peu à l'aïkido, mais pas tout à fait, là, mettons, ou le jiu-jitsu. Oui, c'est ça. C'est mon référent, là. Ouais, moi, dans le Kenpo, on en fait beaucoup aussi du contrôle articulaire. Fait que c'est présent dans différents styles. Oui, exact. Chez vous, ça s'illustre comment, mettons? Ça a l'air de quoi? C'est beaucoup des saisies debout. Tu sais, China, ça veut dire saisie et contrôle. Fait que c'est beaucoup de contrôle là, par les doigts, les poignets, le coude, l'épaule. C'est toutes les articulations, mais ça se différencie beaucoup par le contrôle des doigts et des poignets, je pense, par rapport à, mettons, au Jiu-Jitsu, qu'il y a beaucoup d'étranglements, c'est beaucoup plus contrôle au sol, mettons. Mais ça s'illustre par des contrôles sur un punch, une poussée, agripper. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile sur des agrippés là, que un coup de poing c'est vite. Là. Il faut que tu aies plusieurs stratégies. Là, mais c'est dur à décrire verbalement. Mais oui, ça fait très mal. Ça, c'est sûr. Mais c'est aussi beaucoup de motricité. Ouais, c'est aussi beaucoup de motricité fine. Ce qui est un petit peu contradictoire. Des fois, on se dit en autodéfense, on peut pas... vraiment utiliser cette motricité-là, mais ça m'a aidé en physio, ça, beaucoup. Ouais, ça, c'est clair. C'est clair. Et puis, il y a une question technique, là, mais sans mauvais jeu de mots, mais il y a peut-être d'autres personnes à la maison qui se posent la question. C'est quoi la différence
outre le diplôme, entre un technologue en physio puis un physiothérapeute? Parce que je comprends qu'un physio va avoir son bac, j'imagine. Mais mettons, un technologue, ça travaille où? Un technicien en physio, ça fait quoi? Ben, un technologue en physio, en fait, la différence majeure, c'est qu'on peut pas faire de diagnostic. OK. Fait que nous, on est formé aussi dans l'analyse, puis dans l'établir les plans de traitement, mais on est beaucoup formé dans le thérapeutique. Tu sais, en fait, avant, la technique, elle s'appelait technique en réadaptation physique, là. Fait qu'on était thérapeute en réadaptation physique. Là, ça a changé de nom. Puis c'est mieux aussi parce que ça dit un petit peu plus qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on fait de la physiothérapie. Mais c'est surtout le diagnostic, je te dirais. Puis certaines formations vont être seulement dédiées au physio, là, comme les aiguilles sous derme, je sais pas si tu as déjà vu. Ça ressemble un peu à l'acupuncture, mais c'est l'usage des aiguilles pour traiter des blessures musculo-squelettiques. Ça, c'est réservé aux physio. Ouais. OK. Mais on peut travailler dans les hôpitaux, dans les centres de réadaptation, les cliniques privées, un peu partout, là, dans le fond. Ouais, genre, tu pourrais travailler pour une équipe sportive professionnelle, mettons, puis être le physio de l'équipe. Mais c'est ça, aussi, okay. Il y a beaucoup de technologues qui travaillent pour des équipes autant au collégial, universitaire ou même secondaire. Là, fait que, Ah, c'est cool, c'est intéressant. Puis, le style que tu enseignes, l'historique, tu disais, c'est ça, ça vient d'où? Comment c'est arrivé au Québec? Est-ce que c'est ton prof le premier qui a ramené ça? Est-ce que tu connais un peu l'historique de la lignée? Je le sais qu'à Québec, c'est mon prof qui a amené ça en premier. Je sais pas si c'est lui au Québec, parce que je sais que Fernand Morneau aussi pratiquait un style de long point, mais un peu différent, là, fait que c'est une bonne question. Mais à Québec, ça, c'est Richard, en fait, c'est lui qui a établi la première école de Kung Fu à Québec. C'était l'école de boxe chinoise de Québec. Fait que puis dans le temps, c'était eux autres étaient bien forts dans les tournois interstyles, là. Fait que c'est le même qui s'est fait connaître un peu, là. Mais ouais, fait qu'au Québec, je te dirais, c'est un peu nébuleux. C'est qui le long point, qui l'a amené, mais c'est sûr qu'à Québec, c'est pas mal Richard. Puis Richard, lui, il a appris auprès de Fernand Morneau, mais à un moment donné, il s'est mis à chercher quelque chose d'un petit peu plus profond. Puis c'est comme ça qu'il a été à Boston étudier auprès de Dr. Yang Jwingming. OK. C'est d'où lui le nom de l'école. OK. Ouais, exactement, d'où le nom de l'école. Puis c'est lui qui a vraiment popularisé là, le long point beaucoup là, avec l'association YMA, le long point puis la grue blanche là, OK. en général. Ouais. OK, cool. Fait que c'est comme ça que c'est de là que notre style provient dans les Amériques, là, mettons, là, auprès de Dr. Yang. Ouais. Puis, on pose souvent la question aux pratiquants de Kung Fu, mais est-ce que tu as déjà été en Chine? Est-ce que c'est dans tes plans d'y aller? Puis, parce qu'on dirait, tu sais, c'est tellement, ça vient tellement d'une lignée, puis il y a tellement comme une histoire familiale dans le Kung Fu que, tu sais, c'est comme, on dirait que ça vient avec, qu'il faut comme y aller, puis voir, puis est-ce que tu as déjà été? C'est-tu dans tes plans? J'ai jamais été en Chine, j'ai jamais été en Asie, fait que si c'est dans mes plans éventuellement, mon style il provient de la Chine même, mais il y a beaucoup de maîtres plus à Taïwan, là, tu sais, comme le grand maître de notre style, c'est Li Maoching, lui, il vient de Taïwan, puis il habite encore à Taïwan, mais pour pratiquer ou m'entraîner, moi je pense pas que tu sais, des fois des voyages, ça peut t'apprendre un peu, tu sais, tu peux découvrir d'autres facettes de ton style, des trucs techniques, puis oui, ça peut t'aider dans ta pratique, mais c'est beaucoup là ton day-to-day, mettons, qui va faire en sorte que tu t'améliores ou pas. Fait que c'est pas vraiment dans mes plans d'aller en Chine pour apprendre plus sur mon style. C'est une conversation qu'on a eue souvent avec plusieurs amis. Souvent aussi des plus vieux comme Lauren Bernard puis d'autres, tu sais, puis plein de grands maîtres comme ça, de dire, tu sais, c'est bizarre comment souvent les Occidentaux qui ont une pratique martiale ont un genre de complexe d'infériorité, de faire comme le real thing, c'est en Asie. Alors que souvent, ce qu'on entend des grands maîtres asiatiques, c'est prends mon art puis répands-la, tu sais, c'est comme puis faites-la évoluer. Puis dans le fond, nous qui sommes descendants de ces pratiques-là, on est comme mais eux, c'est sûr qu'ils sont meilleurs que nous, alors que pas tant. Puis que si tu vois comme un grand maître en Amérique du Nord qui a travaillé fort puis qui s'est consacré à sa passion puis à son art, il peut être aussi solide qu'un grand maître oriental. Là, aujourd'hui, en 2024, je pense que ça n'a plus rapport. Là.
Ben ouais, exactement. Puis des fois, on peut avoir des forces qui sont différentes, là, aussi. Tu sais, parce que, tu sais, les arts martiaux, c'est aussi un art, mais plus dans le sens que tu l'adaptes à toi-même. Tu sais, à ton body type, est-ce que tu es quelqu'un d'explosif? Est-ce que tu es plus quelqu'un d'endurant? Fait que ta flexibilité. Fait que, tu sais, par exemple, là, si tu prends ton... Tu sais, comme moi, mettons, c'est un art martial qui vient de Chine. Puis oui, là-bas, c'est sûr, il y a un niveau... des fois, tu sais, ils commencent tout jeunes. Là, ils peuvent commencer à 4-5 ans. Puis ils peuvent atteindre des fois des niveaux qui sont très élevés. Puis la distance peut faire en sorte aussi que je vais développer mon style d'une façon un petit peu différente que eux, par exemple, qui grandissent là-dedans. Tu sais, je peux être influencé par d'autres courants qui sont au Québec, là, tu sais, que ce soit la boxe, tu sais, ou le MMA déjà qui est vraiment populaire, moins populaire peut-être en Chine. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça que ça évolue, puis des fois, c'est pas exactement pareil, mais selon moi, tu sais, c'est... Si tu t'entraînes fort, puis que tu t'entraînes quotidiennement, ben, il n'y a pas de raison pourquoi tu pourrais pas atteindre un niveau élevé au Québec ou en Amérique du Nord. Là. Tu sais, on a tellement accès à beaucoup de gens qui sont bons dans leur domaine. Là. Tu sais, comme tu dis, Lorne Bernard qui est à Montréal, là, tu sais, il est à 2h30. Tu sais, j'ai jamais été apprendre de lui, mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Là. Tu sais, il y a tellement un beau bagage. Mais c'est pour ça que c'est pas dans mes projets d'aller en Chine. Puis moi, mes instructeurs, mes frères d'armes sont surtout c'est à la côte est. Fait que, OK. Ils sont aux États-Unis plus, ouais. Et, tu sais, fun fact aussi, pour ceux qui ont jamais écouté les podcasts avec Lorne Bernard, mais Lorne Bernard, maintenant, c'est rendu le plus haut gradé de son école, là, de sa lignée. Parce que son maître à lui, qui était à Taïwan, est décédé, puis il en a fait c'était son disciple principal, où je veux pas me méprendre sur les termes qu'il utilise, mais bref, c'est comme lui qui dirige cette lignée-là pour le monde entier maintenant. Fait que c'est un Québécois qui fait ça, fait que c'est comme maintenant, puis c'est pas la première fois que j'entends que des gens qui sont ailleurs qu'au pays d'origine préservent un art qui vient d'un autre pays, alors que dans ce pays-là, c'est en train de mourir ou c'est déjà mort, tu sais. Ben ouais, puis ça, il a tellement travaillé fort pour ça, là. Tu sais, on le voit. Ben, moi, je le suis, je le connais pas personnellement, là. Fait que, on le voit sur les réseaux sociaux. Tu sais, il est allé souvent en Malaisie. Tu sais, puis aussi, il a pris contact beaucoup avec des gens qui étaient très bons dans ce style-là. Tu sais, son maître, mais il y avait aussi là-bas les frères d'armes de son maître ou des élèves avancés. Fait que ça permet. Tu sais, c'est sûr que. Par exemple, si dans mon style, les gens qui étaient de très haut niveau y étaient en Chine, ben, j'essaierais d'y aller aussi. Mais là, en ce moment, c'est plus... ma branche, elle se situe plus en Amérique du Nord. Là, fait que, puis en Europe. Fait que, en Europe, ils ont vraiment un niveau élevé. Là. C'est quoi, tu dirais, la spécificité de l'école Yang par rapport à d'autres écoles d'arts martiaux, mettons, qui pourraient avoir à Québec ou ailleurs au Québec? Mettons, c'est quoi qui vous rend spécial, on va dire ça? Je pense que ce qui nous démarque le plus, là, c'est vraiment les 4 catégories de combat que je te disais. Okay. Nous, on voit vraiment le Kung Fu comme un ensemble. Fait que ça fait que c'est un art martial très polyvalent. Puis quand je dis Kung Fu, ça inclut le Tai Chi. Là. Oh, ouais. C'est les deux, c'est des arts martiaux chinois. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense qu'on se démarque, parce que toutes nos applications, toutes les formes qu'on étudie, ils comportent des joint locks, qui comportent des luttes, des points-pieds. Fait que c'est pas juste un art de percussion, là, tu sais, c'est un art aussi de grappling. Puis tu sais, je pense que les arts martiaux chinois, en tout cas à main nue, ça a été créé pour ça, parce que c'est tout le temps des positions basses. Tu veux toujours avoir ton centre de gravité plus bas que ton adversaire. Puis ça, c'est pour favoriser les projections, c'est pour aussi te défendre contre les projections. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est souvent mettons, moi je fais du Kenpo, mais pour avoir vu du monde, mettons, qui font du karaté, puis beaucoup de monde qui font du Kung Fu, quand tu compares les deux, c'est souvent le stance qui te permet de voir, puis aussi la façon de bouger, l'enchaînement de frappes. Souvent, dans les styles chinois, il va y avoir plus de frappes successives, moins, je veux pas dire moins intenses, mais moins portées sur une frappe très puissante, mais plusieurs frappes très rapides, alors que dans les styles japonais, ça va être plus carré, puis les stances sont plus élevés souvent aussi, tu sais. T'as-tu écouté la chaîne YouTube Jesse Camp, le karaté nerd? Ouais. L'origine du karaté, là, ben, le c'est la style, Chine. là, je sais pas.
Ah ouais. Ouais, Insane Style Boxing. Ouais. Ça m'a comme un peu interpellé, là, parce que, tu sais, avec la grue blanche, tu sais, on voit les ressemblances avec ce style-là, puis là, Ah oui, tu sais, on ben. voit les ressemblances du karaté. Puis, Ouais. tu sais, par exemple, que je prends mon style, le long point, qui est un style qui est très explosif, puis les coups sont vraiment plus similaires au karaté, mettons, Hmm. que la grue blanche, étrangement. Ben, Ok. plus le Shotokan, mettons, ou le Kenpo, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est des points, justement, c'est des points qui sont longs. Tu sais, il y a des hammer strikes qui sont très, tu sais, quasiment des haymakers, là. Ça, sont très longue portée. Mhm. Fait que, pour démentir un peu qu'est-ce que tu disais, parce que Ah non, c'est un cool. style qui est C'est très, le but. qui a un- tu sais, qui est très explosif, qui a des coups vraiment plus intenses, plus lourds, Ouais. tu sais, que rapide, puis léger. Mais tu vois, la grue blanche, c'est le contraire. Comme tu dis, c'est des coups qui sont très rapides, très enchaînés, là. Hmm. Fait que, puis fouettés aussi, tu sais, qui ont Ouais. un bon ressort, là, ouais. Ouais. C'est Une ça. explosivité un peu différente, ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste le travail d'enchaînement n'est pas fait pareil. Mais l'objectif, c'est le même, là. Mais Non, tu c'est vois, ça. Je te Jesse- dirais que... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ben, j'allais juste dire que Jesse, Jesse. dans sa vidéo, il disait justement que, il me semble, là, de mémoire, là, peut-être que je me trompe, je vais le mettre la vidéo en lien, mais il disait que justement le White Crane était probablement le style de Kung Fu qui était comme le plus proche ancêtre du karaté, justement. Parce que à cause Ouais. géographiquement, les gens d'Okinawa, tu sais, ils ont linké avec ce style-là plus que d'autres. Là. Ouais, exactement. Puis je pense que c'est plus démarqué, mettons, de la grue blanche quand que le style a migré vers le Japon. Hmm. Parce que ils ont intégré beaucoup plus de coups de pied, des coups de pied longs, des coups de poing longs aussi. Tu sais, si tu vois le Goju Ryu, là, par exemple. Ouais. Ben, je suis pas un connaissant de karaté, là. Je vais pas. Ouais. Là, je parle au travers de mon chapeau là, de personne qui est un fan d'arts martiaux, là, mais tu Ouais. pourras me démentir, là. Mais que le Goju Ryu, Nouvelle qu'on dirait que les information. strikes sont beaucoup plus courtes, qui sont beaucoup plus courte portée par rapport à, mettons, au Shotokan, on dirait que les mouvements sont plus allongés, mettons. Ah, mais par contre, tu sais, si on regarde l'historique du Shotokan, tu sais, le Shotokan, encore là, si les gens veulent donner un cours d'histoire dans les commentaires, ils le feront. Mais de ma compréhension, le Shotokan, ça a été créé par Funakoshi pour être un sport, pour être une pratique sportive qui allait être enseignée dans les universités japonaises, etc., etc. Fait que ça a un peu été aussi, au fil du temps, peut-être, ils ont enlevé l'essence combative, puis ils l'ont transformé en quelque chose qui était plus un outil de développement personnel puis de développement sportif. Comparé, mettons, au Goju Ryu ou au Wichi Ryu, qui ont gardé leur nature de point de pression, cassage de coude, de frappe plus réelle, là, plus courte, comme tu dis. Tu sais, parce qu'un long stance, les long stances qu'on associe souvent au karaté, puis la façon d'attaquer dans des cours de karaté, puis qu'on dit, ben dans la rue, personne n'attaque comme ça. Non, mais c'est comme une façon, c'est une méthode d'entraînement, c'est une méthode d'enseignement pour apprendre des angles et ci et ça. Que si tu comprends que c'est une méthode d'enseignement, c'est parfait. Mais si tu te fais croire à tes élèves que c'est le même qui vont se battre, c'est pas réel. Là, tu sais. Fait qu'il faut nuancer. Tu sais. Non, c'est sûr. Puis souvent, tu sais, c'est des mouvements codés. Tu sais, c'est ça qui est difficile avec les arts martiaux traditionnels, c'est que les gens, je pense qu'ils connaissent beaucoup leur forme. Puis quand tu fais le mouvement tout seul dans une classe d'arts martiaux, justement, que tu pratiques des mouvements spécifiques, mais vraiment seul, sans partenaire, bon, on dirait que les mouvements, tu sais, ils prennent pas tout leur sens qu'avec un partenaire. Fait que c'est ça qui fait aussi la différence de quelqu'un qui va, tu sais, qui va essayer d'apprendre beaucoup c'est quoi qui va plus analyser les mouvements ou qui va se fier plus à l'apparence du style. Là. Fait que puis c'est pour ça que notre école, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'analyser le plus possible. T'sais, à quoi que ça sert les mouvements. T'sais, on veut pas avoir sans forme puis pas savoir comment s'en servir. On veut savoir, ok, c'est pourquoi on fait ce mouvement-là. Pourquoi on fait un point long comme ça puis qu'on n'est pas qu'on fait pas des petits jabs comme ça, par exemple. Là, les deux ils ont leur utilité, mais pourquoi on a la main à taille puis on garde pas notre visage. Ouais. Puis je pense que c'est important aussi de comprendre c'était quoi le contexte de l'époque Ouais. dans Ben lequel oui. le style a été créé.
C'est ça, parce qu'il y a plein de styles il y a des mouvements qu'aujourd'hui, en 2024, ça fait pas de sens, mais que si tu comprends l'historique de quand et comment et dans quel contexte ça servait, tu sais, OK, exemple, une frappe avec un bokken que tu vises ici, spécifiquement, pourquoi c'est là? C'est parce que c'était mettons, le point où il n'y avait pas d'armure, le samouraï, où tu visais les poignets parce que tu veux le désarmer. Tu sais. Fait qu'il y avait comme plein de logiques dans les arts martiaux qui étaient appliquées à le contexte dans lequel ils l'utilisaient. Et ça, faut que tu le comprennes quand tu l'étudies, peu importe le style. Là, exactement. C'est comme le long point, là, par exemple, là, qu'on pratique. Le long point, c'est un amalgame de styles. Fait que c'est pas un style qui est considéré comme pur, mettons. Aujourd'hui, c'est un style à part entière, je veux dire, mais à l'époque, le long point prend son origine dans une ville chinoise où des généraux, il y a eu une école d'arts martiaux qui a été financée par le gouvernement pour faire renaître les arts martiaux chinois. Fait qu'il y a plusieurs maîtres de plusieurs styles, plusieurs officiers aussi de l'armée qui se sont rencontrés, puis qui ont établi un curriculum pour des militaires, puis aussi pour des sportifs. Fait que le long point, ça a comme une double origine, parce que tu vois, nous, notre forme de base, là, c'est Lien Buchuan. Ça veut dire la séquence de déplacement continu. Fait que c'est une séquence là, qui pratique les déplacements, qui pratique les in and out, face à un adversaire. Puis ça, c'était une forme qui était très populaire dans l'armée de la République de Chine. OK? Fait qu'avant la République populaire de Chine, là, qui est le gouvernement actuel, la République de Chine, c'est le gouvernement de Taïwan. Mais à l'époque, c'est eux autres qui avaient la Chine. Bon, fait que ça, c'est une forme qui est très carrée, qui est plus terre à terre. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de frioriture. Là, c'est pas fleural, c'est tout le temps des mouvements directs. C'est beaucoup de mouvements en ligne droite. Fait que tu peux voir que bon, l'origine, c'est beaucoup la défense, puis c'était militaire. Tu peux le voir par le fait que c'était très carré, plus que d'autres arts martiaux que tu vois, c'est très rond, là, comme le bagua. Fait que c'est pour ça que le long fist, c'est pas... je sais plus où est-ce que je m'en allais, là. Mais non, c'est cool, mais tu disais que c'était pas tant sportif, mais il y avait comme un historique militaire dans l'historique du style. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Mais comme c'était une association, c'était comme une école qui était gérée par le gouvernement, il y avait quand même un aspect sportif, parce qu'il y avait des tournois entre les pratiquants. Puis, fait que ça, c'est l'origine du long fist. Cool. Mais tu sais qu'on peut retracer certains styles qui est dans le long fist à Shaolin. En fait, la plupart. C'est pour ça qu'on dit le Shaolin long fist. OK. Puis le cursus que tu enseignes aujourd'hui, ça comprend quoi? Là, on a parlé de contrôle articulaire, il y a de la boxe chinoise, donc, tu sais, plus du combat. Vous touchez à quoi? Ça a l'air de quoi? Un cours, faites-vous des armes? Parce qu'exemple, Lorne, il me disait que lui, dans son style, il y avait comme 20 armes, ou je sais pas combien, il y en a beaucoup, là. Ouais. On en a pas 20, là, par exemple. Ouais. Mais oui, on a les armes de base, là. Tu vois, le bâton, le sabre, l'épée, la lance. OK. On a aussi des armes qui sont plus rares, là, un peu, parce qu'on a les doubles bâtons, là, les Changjian qu'on appelle. Fait que ça, c'est typique un peu, je pense, à notre grue blanche, là. Je n'ai pas vu ben ailleurs, puis je sais pas, Lorne... C'est quelle longueur, Lorne Bernard, c'est son style. C'est quoi la longueur? C'est une bonne question. Je pense que c'est 2 pieds, à peu près. Fait que ça ressemble à des bâtons de Kali un peu. 2 pieds. Ouais, ça ressemble à des bâtons de Kali, mais plus c'est effilé. Fait que le bout, la pointe va être plus étroite que le pommeau. OK. C'est assez spécial là, comme arme. Là. Puis oui, ça ressemble un peu au Kali, mais avec une saveur de Kung Fu, là, bien sûr, plus chinoise. Ouais. OK, cool. Fait que, mais ça, c'est une de mes armes préférées. Là. C'est une arme qui est vraiment polyvalente. Puis, tu sais, c'est une arme qui est réaliste aussi. Là. Tu sais, je vais peut-être pas trouver un sabre si j'ai à me défendre, mais 2 bâtons, c'est assez... 2 bâtons ou même un, là, c'est assez disponible. Ouais, c'est ça. Fait que on a l'espèce de hallebarde aussi, là, le guandao, qui est une arme plus avancée, par exemple. On a les sai aussi. Les sai chinois, parce que j'en ai vu des variantes, là, des fois, où ce que premièrement, j'en ai déjà vu des affûtés versus ceux qu'on voit plus classiques, qui sont comme plus pour frapper. Puis j'en ai vu que t'as comme une partie de la poignée par en haut, puis une partie par en bas. C'est-tu chinois, ça, ou c'est moi qui est dans le champ?
Non, t'as parfaitement raison, c'est ça, c'est chinois. Puis nous, Ok. tu vois, dans notre style, c'est des parties de la garde est vers le bas, puis l'autre partie est vers le haut. OK. Je vais essayer. Fait que, Si ça- t'as une photo de cette arme-là, j'aimerais ça parce que je vais la mettre. Écoute, Au je l'ai à côté de moi, je peux littéralement la prendre si tu veux. Ah, puis si tu veux la montrer, ça ça, serait parfait. Vas-y. veux-tu? Ah ouais, vas-y, fort. ça sera pas long. C'est ça ici. OK. Fait que ça s'appelle comment en Chine, cette arme-là? Comment ils appellent ça? Écoute, je pense qu'il rajoute un T en avant. C'est un tsai ou un Un chai? tsai, Je suis pas ok. sûr. Ouais, je suis pas sûr parce qu'on appelle ça que des sai aussi parce que c'est plus, tu sais, les gens comprennent mieux. Le référent, ouais. Mais tu sais, la différence, c'est que, mettons, l'arme qu'on connaît plus au Japon, par exemple, tu sais, les deux gardes en haut, Ouais. c'est vraiment deux gardes pour piéger la lame de l'autre personne ou Ouais. l'arme de l'autre personne. Tandis qu'ici, la garde vers en bas, on voit plus ça dans les styles internes en Chine. OK. Fait que la garde qui est vers en bas. Puis souvent, c'est plus pour suivre, pour coller après la personne, à place d'aller trapper l'arme. OK. Fait que ça, c'est l'explication de Dr. Yang, mais je suis pas un expert dans le maniement du sei, là. Ça, c'est pas dans mes focus présentement. OK. Mais c'est ça que le Dr. Yang il mentionnait, OK. la différence des gardes. Ouais. Ah, mais c'est intéressant, mais Ça c'est a ça. comme un objectif. Ouais. Fait que c'est plus essayer Un de objectif. contrôler l'adversaire si tu t'en sers dans ton combat corps à corps, genre. Ouais, exactement. OK. Ah, bah, c'est hot. Fait que puis tu vois le sabre de Tai Chi, c'est la même chose. Il y a une garde qui est vers en bas, puis l'autre garde est vers le haut. OK. OK. Ouais. Puis ça fait que vous faites des armes, combats, il y a des formes des Tao, j'imagine aussi. Ouais, exactement. Dans la Fait que, pratique. en fait, le curriculum, comment il est fait, c'est que, par exemple, là, quelqu'un qui rentre dans l'école, un débutant, là, Ouais. lui, il va passer beaucoup de temps sur l'apprentissage des mouvements de jambes, fait que les positions, les coups de pied, parce que le long point, c'est un style à longue portée, longue portée, hein, c'est au corps à corps, là, tu sais. Fait que c'est comment creuser la distance entre toi et ton adversaire le plus rapidement possible, puis t'en éloigner le plus rapidement possible, ou d'utiliser des techniques pour garder l'adversaire un peu plus loin. Fait que beaucoup de coups de pied, beaucoup de mouvements de in and out, comme des sauts, mais vers l'adversaire, comme un peu des sauts à longueur, là, si je peux dire. Fait que c'est comme la base du long fist, fait qu'on porte beaucoup d'importance sur les jambes, renforcement des jambes. Fait que le débutant va faire beaucoup de conditionnement des jambes, de la technicalité des positions, le transfert de poids, tu sais, comment faire pour amener le poids vers l'avant ou vers l'arrière sans se déséquilibrer. Puis après ça, on va l'initier aux techniques de saisie articulaire. Les projections, ça vient un petit peu plus tard, mais certaines projections. Puis bien sûr, les techniques de frappe là, de base. Là, fait que ton coup de poing, coup de paume. Fait que c'est surtout ça qu'on voit. Puis plus que le pratiquant évolue, plus qu'on va voir des applications générales. Là. Fait que qui vont toujours inclure là, les 4 catégories de combat qu'on a mentionnées. Là. Fait que la lutte, le china, les poings puis les pieds. Fait que ça ressemble un peu à ça. Puis les premières armes, ça vient une fois que... Parce que notre système est séparé en niveaux, là, mais c'est pas des ceintures. Là. Nous, on appelle ça des stripes. Fait qu'une fois que le débutant a sa première stripe, ben là, on va l'introduire à la première arme longue, qui est le bâton, tu sais, qui est comme la base des armes, puis qui est une spécialisation de Shaolin. Fait que ça va être la première arme qu'il va voir, puis on va l'introduire aux armes longues comme ça, puis après ça, c'est le sabre, puis les bâtons courts et tout ça. Puis la clientèle, les élèves, vous prenez de quel âge à quel âge? Ça a l'air de quoi la démographie de tes élèves? En ce moment, je me concentre plus sur les adultes. OK. Fait que, mettons, adultes, hein. Adultes, ça va inclure les adolescents, là. Fait que, mettons, 13-14 ans en montant. OK. C'est surtout ça, là, ma clientèle, là. Ouais. En ce moment, c'est dans la trentaine, mes élèves. Ouais, OK. Puis, c'est où que ça se donne, les cours? L'école est située où? Je vais mettre les liens là, dans les commentaires, mais pour les gens qui voudraient venir vous voir, c'est où qu'ils vous trouvent à Québec? Dans Saint-Sauveur, à Ok. Québec, là. Fait que c'est le quartier Saint-Sauveur, proche du La Tulipe, là. C'est sur la rue Saint-Vallier. OK. Fait que c'est une rue qui est assez connue, là, je pense, les gens vont comprendre. Là. Fait que l'adresse, c'est le 616 Saint-Vallier-Ouest.
Fait que c'est là qu'ils peuvent nous trouver, là. C'est dans Basseville de Québec. Ben, très cool, Ethan. Merci beaucoup d'être venu au podcast aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Je suis toujours content de découvrir des nouveaux styles puis des nouvelles variantes de quelque chose qu'on connaît déjà parce qu'on en apprend toujours plus. Fait que merci d'avoir pris de ton temps avec moi aujourd'hui. Et puis, je vais te garder... merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, je vais te garder un petit peu pour un segment Patreon pour les gens qui nous soutiennent sur Patreon. Fait que ça va être un petit questionnaire rapide ensemble. Pour ceux qui veulent connaître les réponses, ben abonnez-vous patreon.com, Guerrier Podcast. Puis, tous les liens pour l'école de Ethan à Québec sont dans les commentaires.